un euh, autre exercice. Alors, vous mettez comme titre conditionneur à circuit oscillant. Conditionneur à circuit oscillant. Alors, pour traiter ça, on va travailler avec un capteur capacitif. On a un capteur capacitif de niveau. Ce capteur capacitif de niveau, qu'est-ce qu'il a? Elle va être sous forme d'un cylindre. Alors, comment dois-je le tracer? Un cylindre. Voilà. Un cylindre comme ça. Dans ce cas, celui-là, c'est un cylindre. Là, il y a de l'eau en bas. C'est un capteur. D'abord, je vais tracer les rayons. Le premier rayon et le second rayon. Alors, rayon RA. Notre rayon, c'est R. Ici, c'est l'axe. Je vais avoir l'axe ici. Ça, c'est le niveau 0. Et ça, c'est le niveau X. Et ça, c'est H.
Alors, ici, il y a de l'eau. Ici, il y a de l'air. L'énoncé est suivante. On a R de A est égal à 2 cm. R de B, 2,4 cm. H, la hauteur H, c'est 1 mètre. La permissivité de l'eau relative, la permissivité de l'eau est égale à la permissivité de vide fois la permissivité relative. Évidemment, est égale à 78 epsilon 0. Évidemment, epsilon 0, c'est 8,85, 10 à la puissance moins 12 farad par mètre. Et la permissivité de l'air sera prise comme celle du vide. Là, ce sont les données. Ça, c'est le niveau d'eau. Ça, c'est le niveau d'eau. Parce qu'il y a dans une citerne, il y a de l'eau qui monte de 0 jusqu'à la hauteur X. Et la hauteur de ce capteur qui est sous forme d'un cylindre, elle est H qui est égale à 1 mètre. Alors, la première chose à faire, qu'est-ce qu'on a toujours l'habitude de dire, il faut trouver la relation entre une caractéristique du capteur et la grandeur physique. Notre grandeur physique, c'est quoi ici? C'est le niveau. Le niveau, elle est caractérisé par X. Alors, on va essayer de trouver la relation entre une caractéristique du capteur et le niveau. Alors, puisqu'on a ici un capteur capacitif sous forme d'un condensateur, et les condensateurs sont caractérisés par quoi? La caractéristique d'un condensateur, c'est sa capacité. On a ici un condensateur cylindrique. La capacité d'un condensateur cylindrique, c'est quoi? Alors, ce qu'on fait ici, c'est C, capacité C, à quoi est égal, en général, d'un condensateur cylindrique, qu'est-ce qu'on a dit, est égal à 2 pi epsilon 0 fois epsilon R fois la hauteur sur log népérien de rayon le plus grand sur le rayon le plus faible. Donc, ça, c'est en général. En général, la capacité d'un condensateur cylindrique est égale à 2π fois la permissivité du diélectrique qui se trouve entre les deux armatures que multiplie la hauteur sur log népérien de R2 sur R1. Donc ça, c'est en général. Alors, ça, c'est la définition générale d'un condensateur cylindrique. Mais on doit travailler avec cette expression-là pour l'appliquer à notre cas. Notre cas, il est différent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même diélectrique. On a une partie, le diélectrique, c'est de l'eau. Dans l'autre partie, il y a le diélectrique, c'est quoi? C'est de l'air. Alors, on va appliquer cette règle à notre capteur. Et pour l'appliquer, on voit très bien que ce condensateur, lorsqu'il a deux diélectriques différents, il sera équivalent à quoi? À deux condensateurs en parallèle. Le premier, là où il y a seulement le diélectrique, c'est de l'air. Le deuxième, là où il y a le diélectrique qui est seulement de l'eau. Alors, en général,
la capacité équivalente, la capacité du capteur, qui est sous forme d'un cylindre, c'est la suivante. C'est ça. C'est du capteur qui sera équivalente à quoi? À deux capacités en parallèle, une là où il y a de l'air et l'autre là où il y a de l'eau. C'est-à-dire CA et C2. Et évidemment, ces deux condensateurs ont les mêmes rayons. On voit très bien qu'ils ont les mêmes rayons RA et RB. La différence réside où? C'est dans la hauteur. Le premier a une hauteur de combien dans l'air? A une hauteur de H moins X. Le deuxième, là où il y a de l'eau, a une hauteur de combien? De X. Alors, et en plus de ça, le premier va avoir un diélectrique, c'est quoi? C'est epsilon 0. Le deuxième ici va avoir un diélectrique, c'est epsilon 0 fois epsilon R. Et on va appliquer ça pour notre cas. Alors, dans ce cas, C de AP, C du capteur qu'on cherche, est égal à C de A plus C de B. C de A, c'est quoi? On a dit ces deux pi. On va écrire mieux. Deux pi qui multiplie la permittivité de l'air, c'est epsilon 0, qui multiplie la hauteur qui correspond à ce condensateur, c'est quoi? C'est H moins X. H moins X sur log nepérien de R de quoi? Le grand R, c'est RP, et le petit R, c'est RA. RP sur RA. Donc ça, c'est le CA. Le CE, c'est 2 pi. Epsilon, permittivité de l'eau, c'est 78 epsilon 0, c'est ça. Que multiplier la hauteur, c'est X. Sur log de R de T sur R de A. Alors, tout cela va nous donner C de AP, C du capteur, plutôt, est égal à 2 pi epsilon 0 sur log de RB sur RA, facteur de quoi? De H plus 77 X. Et celle-ci peut être écrite sous la forme suivante. On pose, bon, ça c'est de 4, sera écrite aussi de 2 pi, epsilon 0 H sur log de RB sur RA, qui multiplie 1 plus 77
sur H fois. Voilà l'expression. À partir de cette expression, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une caractéristique du capteur qui est sa capacité, qui dépend de quoi? Qui dépend de la grandeur physique X, c'est-à-dire le déplacement, le niveau. Alors on pose, je peux faire des simplifications à l'expression, on pose C0 est égal à 2pi epsilon 0h sur log de RP sur RA et on pose K est égal à 77 sur H. Finalement, C de AP, de capteur, sera donné par C0 facteur de 1 plus K. Voilà l'expression finale de comment elle varie la capacité du capteur en fonction de niveau X. Évidemment, on voit que cette capacité, elle varie de manière linéaire avec le niveau de l'eau X. Maintenant, on va passer au conditionneur. Le conditionneur qu'on va utiliser, c'est un conditionneur à circuit oscillant et qu'on va le faire maintenant. Il est constitué de 2 étages. Donc, on va l'ajouter ici. Je vais le schématiser au tableau. Il est constitué du premier étage, c'est 1, je dois faire en 2, c'est mieux. Donc, ça, c'est le premier, ça, c'est moins, ça, c'est plus. Et je vais avoir aussi, donc pour le branchement, je vais avoir, ça, c'est la masse, elle est là. On va peut-être lier une résistance. Hein. Et ici, ça, c'est la résistance R1. Et je vais le shunter. Voilà. La résistance R2. De l'autre côté, je vais avoir une résistance R. Un condensateur. Qui est le capteur. Et là, je vais avoir
Alors là, c'est R. Ici, c'est la capacité, c'est 4, c'est-à-dire du capteur. Le capteur va être branché ici. Donc, ça, c'est OK. Hein. C'est autrement. Voilà. Voilà. Et voilà. Et ici, c'est le C0. Et ici, c'est une résistance R. Alors, les tensions qu'on va appliquer, on va les nommer. Ce point-là, c'est là où il y a le potentiel. Ça, c'est la tension. V1. Et ici, c'est la tension V2. Ici, c'est la tension V3. Et là, c'est la tension V4. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va calculer? On va chercher les fonctions de transfert. Donc, on va chercher la fonction de transfert H1, H1, qui est égal à V2 sur V1, et on va chercher la fonction de transfert H2, qui est égale à V4 sur V3. C'est ce qu'on va chercher. Alors, les données aussi de ce circuit, c'est R est égal à R. R est égal à R2 est égal à 100. R est égal à R2 est égal à 100 kg. Et je pense que R1, on doit la calculer. Vers là. On doit chercher R1 à quoi est égal vers là. Alors ça, c'est le schéma général de ce circuit. Maintenant, première chose à faire, on doit d'abord trouver la fonction de transfert de ce premier montage. Donc, celle-ci, c'est ça, donc combien? H1, donc ça, c'est un calcul déjà très simple que vous avez l'habitude de faire. Ça va donner H1, H1, plutôt H1. Ça va être égal, c'est très simple, puisque l'amplificateur fonctionne en régime linéaire. On va avoir H1 est égal à je dois faire le calcul comme ça pour se tranquille. C'est bon? Alors, ce point, c'est le moins. À quoi est égal? C'est V2 R2 sur 0 R1. Ça fait R1 sur R1 plus R2 V2. Le moins égal à R1 sur R1 plus R2 V2. Et E plus est égal à V. Et comme ça, on a l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire.
On va avoir E plus est égal à E moins. Et dans ce cas, je vais avoir V1 est égal à R1 sur R1 plus R2 V2. Et comme ça, je vais avoir V2 sur V1 est égal à 1 plus R2 sur R1. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le H1. Voilà, le H1 est égal à 1 plus R2 sur 1. Et voilà, j'ai trouvé la première fonction de transfert H de 1. Maintenant, on va chercher la fonction de transfert du deuxième. C'est-à-dire H2 est égal à V4 sur V3. Alors ça, c'est quoi? Ce n'est qu'un diviseur de tension. Pourquoi? Parce que je vais supposer que ça, c'est Z équivalent. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir V4 est égal, celle-ci est égal à Z équivalent sur Z équivalent plus l'impédance du capteur plus R. Cette impédance sur l'ensemble des impédances, c'est-à-dire Z équivalent sur Z équivalent plus Z de la condensateur plus R, c'est-à-dire la résistance. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On doit trouver l'expression globale de celle-ci. D'abord, on doit calculer Z équivalent. Z équivalent à quoi est égal? Elle est constituée, Z équivalent de quoi? Elle est constituée d'une résistance en parallèle avec un condensateur. Et comme ça, je vais avoir R fois 1 sur JC0 oméga sur R plus 1 sur JC0 oméga. Impédance de R pour l'impédance du condensateur sur l'impédance de R plus l'impédance du condensateur. Celle-ci est égale à quoi? Égale à R sur 1 plus J oméga R C0. Voilà le Z équivalent. Alors maintenant, on va trouver le H2. H2 est égal, on a dit, à H2 est égal à V de 4 sur V de 3. Et celle-ci, on a dit, est égale à Z équivalente, c'est-à-dire R sur 1 plus J oméga R c'est 0 sur R 1 plus J oméga R c'est 0 plus l'impédance du condensateur, bien du capteur, c'est 1 sur J oméga C de cap plus R. Celle-ci sera égale à R ou bien à J oméga
RC du capteur sur je vais réduire quand même dénominateur ici, c'est la même chose. Ça va donner ici, c'est finalement, je vais avoir l'expression suivante, c'est 1 moins oméga au carré, R au carré, je multiplie C0, je multiplie C du capteur, plus J oméga R facteur de 2 fois C du capteur plus C0. Alors, je vais avoir le H2 qui a cette expression. Voilà. Et tout calcul fait. Donc, je vais écrire ça simplement pour avoir l'espace. J. J oméga R C du capteur. Alors là, c'est l'expression finale de H de 2. J'ai le H de 1, j'ai le H de 2. Votre question, c'est la question numéro 4, je pense, c'est ça. Alors, on va supposer, on a H qui va être égal au produit de H1 avec H2. Et on va vous demander de calculer le module de H. On va vous demander de calculer le module de H et l'argument de H. Alors, on va écrire le H. Le H à quoi est égal? En général, c'est H1 qui est égal à 1 plus combien? R2 sur R1 que va multiplier J oméga R C du capteur sur 1 moins oméga au carré R au carré C0 C du capteur plus J oméga facteur de 2C de 4 plus C0. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est la fonction H. Qu'est-ce qu'on va calculer maintenant? On va calculer son module et son argument. Le module, évidemment, de ça, on sait très bien, dans un nombre complexe, le module est égal au module de ce qui se trouve en haut sur le module de ce qui se trouve en bas. Alors, c'est là le module de H. Est égal, ça c'est réel, ça reste 1 plus R2 sur R1. Le module de ce qui se trouve en haut, c'est R oméga R, c'est de 4. Sur le module, ce qui se trouve en bas, c'est racine carrée
de ce terme-là, c'est la partie réelle au carré. 1 moins oméga au carré, R au carré, C0, C4 au carré, plus oméga au carré, R au carré, 2C4 plus C0 au carré. Donc ça, c'est le module. Maintenant, l'argument de H, c'est quoi? L'argument de H, ça c'est un produit, ça c'est possède 0, parce que ce terme-là c'est 0, ce terme-là c'est 0, ce terme-là c'est, l'argument c'est pi sur 2. Vous voyez? Pi sur 2, moins l'argument de ce qui se trouve en bas. L'argument de ce qui se trouve en bas, c'est l'arctangente de la partie imaginaire, c'est-à-dire oméga R 2 fois C4 plus C0 sur la partie réelle, c'est 1 moins oméga au carré R au carré C0 C4. Et je ferme la parenthèse. Alors là, c'est le module, et ça, c'est l'argument. Évidemment, c'est un calcul simple. Qu'est-ce qu'on a dit? Si on a un nombre complexe, alors je vais faire ici un petit rappel pour les gens qui ne se rappellent pas comment doit-on faire ça. On a un nombre complexe Z qui est égal à X plus JY. Alors, le module de Z, c'est toujours ces racines carrées de X au carré plus Y au carré. Et l'argument de Z, c'est quoi? C'est arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Ça, c'est un rappel. Deuxième rappel, si on a Z un nombre complexe composé si, donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est on a Z est égal à trois nombres complexes, le nombre complexe A que multiplie le nombre complexe B que divise le nombre complexe C. Alors le module de ça, est égal au module de A fois le module de B que divise le module de C. Ça c'est clair. Et l'argument de Z est égal à l'argument de A plus l'argument de B moins l'argument de C. Et voilà un petit rappel sur les nombres complexes. C'est ce qu'on a appliqué ici. On a H, elle est composée d'un nombre complexe, ça c'est partie réelle, ça c'est purement imaginaire, et en bas c'est un nombre complexe. Alors pour le module, c'est le module de ça, fois le module de ça, sur le module de ça. Et ici, c'est l'argument de ça, c'est l'argument C0 parce que c'est réel pur, plus l'argument de ça, c'est imaginaire pur, c'est pi sur 2, et l'argument de ça, c'est la partie arctangente de la partie réelle, imaginaire sur la partie réelle. C'est clair? Maintenant, on va passer à autre chose. C'est la question suivante. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Afin d'obtenir, alors pour obtenir un circuit oscillant, qu'est-ce qu'on a fait? Alors pour obtenir un circuit oscillant, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris
On a relié V2 à V3. On a relié ça à ça. Et on a relié ce terme, celle-ci, à V1 à V4. Et comme ça, on a obtenu un circuit oscillant, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis V1 lié à V4, c'est-à-dire V1 est égal à V4, et V2 est lié à V3. Alors, dans ce cas, on va enlever ça, c'est-à-dire, puisque ce sont liés, là, et voilà. Et notre circuit aura la forme suivante, vous voyez, ça c'est le point V3, V3 il est lié à V4, parce que je dois encadrer ça, avec laquelle on va essayer de travailler. Qu'est-ce qu'on a? On a V1 il est lié à V4, et V2 il est lié à V3. Or, qu'est-ce qu'on a? Le H, à quoi est égal? Égal à H1 fois H2. Et H1, c'est quoi? C'est V2 sur V1. Et H2, c'est quoi? C'est V4 sur V3. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? V1 est égal à V4. Et V2 est égal à V3. Cela va nous donner que H est égal à 1. Parce qu'on a relié les deux. C'est clair? Alors, en conclusion, après cette configuration, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que H est égal à H1 fois H2 est égal à V22 sur V21 fois V24 sur V23. Ceci va être égal à 1. C'est-à-dire que H est réel pur. C'est égal à 1. Alors, dans ce cas, le module de H, c'est 1. Et l'argument de H, c'est quoi? C'est 0. Voilà la conclusion finale après ce nouveau branchement. C'est clair? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de déduire la fréquence oméga à quoi est égale. C'est très simple, c'est à partir de l'argument. On a cet argument est égal à 0. Argument de H est égal à 0. On a argument de H est égal à 0. C'est-à-dire que pi sur 2 moins arc tangente de arc tangente de oméga R de C du capteur plus C0 sur 1 moins oméga au carré R au carré C0 C de cap. En ce cas, ça est égal à ça. Alors, cela veut dire que arc tangente de cette expression est égal à
pi sur 2. Alors, quel est le terme? Quelle est la valeur de arc tangente qui est égale à pi sur 2? C'est la valeur plus l'infini. C'est-à-dire aussi, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ce terme-là, pour que arc tangente de ce terme-là est égal à pi sur 2, il faut que ce terme-là tend vers plus l'infini. Ce terme-là tend vers l'infini, c'est-à-dire que ce terme-là tend vers 0. Et ce terme-là tend vers 0, on va écrire d'une manière simple, c'est-à-dire que 1 moins oméga au carré R au carré C du capteur C0 est égal à 0. Et finalement, oméga à quoi est égal ici? Est égal à 1 sur R racine carrée de C de cap fois C0. Alors, c'est oméga, c'est quoi? C'est oméga d'oscillation. C'est oméga d'oscillation qui est égal à cette expression qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Or, le C de K, à quoi est égal? On a déjà calculé ça. C'est C0, facteur de 1 plus Kx. Lorsqu'on va remplacer ici dans oméga d'oscillation, qu'est-ce qu'on va avoir? Oméga d'oscillation sera égal à 1 sur R C0 racine carrée de 1 plus Kx. Et voilà la fréquence d'oscillation de ce circuit. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Que cette fréquence d'oscillation, bien pulsation d'oscillation, évidemment, on doit définir d'abord la fréquence d'une manière simple, parce que la fréquence d'oscillation, c'est F, est égal, F est égal à oméga sur 2pi, ça donne 1 sur 2pi. R, C0, racine carrée de 1 plus Kx. Alors ça, c'est la fréquence d'oscillation d'un circuit et qui est fonction de quoi? Du niveau d'eau, donc le réservoir. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer une chose qui est très importante. Pour chaque niveau d'eau dans le réservoir, on a une fréquence d'oscillation bien spécifique. On la voit ici. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair maintenant? La fréquence d'oscillation de ce circuit-là, c'est-à-dire lorsque le niveau d'eau change, on a toujours un fréquencimètre qui permet la mesure de la fréquence et on va prendre pour chaque niveau, je vais avoir une fréquence d'oscillation. Et à partir de cette fréquence que je note, je dois déduire le X à quoi est égal d'une manière très simple. Alors le X ici, ça donne combien? C'est d'abord 1. C'est 1. Ça va donner 1 plus Kx est égal à 1 sur 4pi carré R carré C0 carré F d'oscillation au carré. Et dans ce cas,
le X, c'est ça? Le X est égal à, le niveau X va avoir l'expression suivante, 1 sur 4 pi 4 R au carré, C0 au carré, F d'oscillation au carré, moins 1. Je divise. Alors, quelle est la condition pour que celui-là fonctionne? Quelle est la condition? Il faut que ce terme-là soit toujours positif. C'est-à-dire le X est positif, il faut que ce terme-là soit toujours positif. Pour qu'il permette la mesure de ce niveau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer? On va essayer de trouver la résistance R2. Et la même chose ici, selon les valeurs de R et de C0, on peut trouver la fréquence maximale d'oscillation et la fréquence minimale d'oscillation. Exemple, c'est la fréquence d'oscillation pour X égale à 0 et la fréquence d'oscillation pour X est égale à H. Il suffit de remplacer X par 0. Tout l'ensemble, ça va vous donner des niveaux sont les suivants. Ça, la première fréquence d'oscillation, c'est 5,221 kHz. La seconde, ça va être donné par 0,59 kHz. Et voilà les deux fréquences maximales et minimales d'oscillation selon le niveau X. Maintenant, on va essayer de déterminer la résistance R2. On va revenir à l'expression suivante. C'est le module. On sait très bien que le module de H est égal à 1. On a le module de H est égal à 1. Et qu'est-ce qu'on a en plus? On a 1 moins oméga au carré 1 au carré est égal à 0. 1 moins oméga au carré R au carré c'est cap c'est 0 égale à 0. Et le module de H est égal à toute cette expression, c'est-à-dire ce terme-là, il est nul. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste seulement ce terme-là sur l'autre. Et on va avoir H, le module de H qui est égal à 1, est égal à, je vais le voir ici, ça va donner, on a dit, c'est 1 plus R2 sur R1, que multiplie oméga R, c'est du capteur, sur oméga
R de C du capteur plus C0. Celle-ci est égale à 1. Alors, je vais simplifier. Ce terme-là va sauter avec l'autre. Le reste. Ça va rester 1 plus R2 sur R1 est égal à 2 capteur plus C0 sur C du capteur. Parce qu'on a fait passer ce terme-là, on l'a inversé. C'est clair? Et celle-ci, ça va donner 2 plus C0 sur C de cap. Voilà. Alors, on va simplifier, ça va donner que R2 est égal R2 est égal, on va simplifier 1, ça reste ici 1, ça donne 1 plus, ça fait R1, facteur de 1 plus C0 sur C du capteur. Et qu'est-ce qu'on a dit? On doit déterminer pour x égale à 0, on sait que C du capteur à quoi est égal? Égal à C0 facteur de 1 plus Kx. Alors, pour x égale à 0, on va avoir C de capteur est égal à C0. Donc, on va remplacer ici. Dans ce cas, R2 sera égal à R1 facteur de 1 plus C0 sur C0, c'est-à-dire est égal à 2 fois R2. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche la valeur de R de 1. C'est ça? Alors, dans ce cas, R de 1 est égal à R2 sur 2, qui est égal à 50 kg. Et voilà la valeur de R1 qu'on est en train de chercher. Alors, en résumé de ce qu'on a fait. On a déjà vu les conditionneurs à pont, les conditionneurs actifs, c'est-à-dire lorsqu'on a utilisé l'amplificateur d'instrumentation. Maintenant, on va voir un autre type de conditionneur, c'est les conditionneurs qui utilisent un circuit oscillant. Le fait qu'on mesure la fréquence d'oscillation, on va tomber directement sur la valeur de notre compteur physique. Alors, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un capteur de type capacitif. On va essayer de mesurer le niveau. Premièrement, première étape, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Toujours, il faut trouver un lien entre la grandeur physique et un paramètre du capteur. Alors, le paramètre de ce capteur-là, qui est sous forme d'un condensateur cylindrique, c'est sa capacité. Alors, on va d'abord trouver comment elle va varier la capacité de ce condensateur avec le niveau d'eau qui change. Et on a fait le calcul. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que ce condensateur, il est équivalent à deux capacités en parallèle, une capacité là où il y a de l'air et l'autre capacité là où il y a de l'eau. Et on a calculé la capacité équivalente et on a trouvé que cette capacité, elle a la forme suivante, C0, facteur de 1 plus Kx. Et on voit très bien que la capacité de notre capteur, elle varie en fonction de la grandeur physique qui est le niveau X. Après, on a pensé à utiliser un condensateur, un conditionneur oscillant. C'est quoi un
un conditionneur oscillant, c'est-à-dire on a pris un oscillateur. Alors ça, le schéma du chat, vous avez déjà vu ça en électronique analogique, c'est un oscillateur. Alors, je vais écrire ici, c'est un oscillateur. Qu'est-ce qu'un oscillateur? Un oscillateur, c'est un circuit. Dès qu'il est alimenté, il commence à osciller, à vous donner un signal périodique dans le temps. Exemple, les systèmes d'alarme de voiture, ou bien le système, ou bien la sonnerie, hein, c'est un oscillateur qui vous donne un signal qui est périodique. Et si vous avez déjà fait l'électronique analogique, ou bien les TP d'électronique analogique, évidemment, nous avons ici à la fac des manips qu'on traite là où les étudiants peuvent mesurer la fréquence d'oscillation de ces circuits. Évidemment, ce circuit qu'on trouve avec que les étudiants de la filière physique font cette manip-là et essaient de monter ce circuit-là. Évidemment, on ne fait pas ici un capteur, mais on leur donne seulement un condensateur et ils essaient de trouver la fréquence, voir le signal et trouver la fréquence d'oscillation. Alors, les oscillateurs, ce sont des circuits là où on n'injecte pas un signal. Dès qu'on fait l'alimentation, le circuit commence à osciller. Mais évidemment, il y a des conditions d'oscillation. On ne sait pas d'une manière aléatoire, mais il y a des conditions d'oscillation. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un oscillateur, celui-là, et on a, au lieu de mettre un condensateur normal, on a mis un condensateur qui varie en fonction du niveau d'énergie, c'est-à-dire un capteur. Ce capteur-là, c'est celui-là, vous voyez, qui possède une capacité variable selon le niveau. C'est-à-dire, lorsque le niveau varie, la valeur de cette capacité varie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a essayé de déterminer la fréquence d'oscillation. La fréquence d'oscillation de ce circuit-là, on a mis CH est égal à 1, on a calculé ça, c'est ça la réaction, et on a trouvé que cette fréquence-là est égale à, voilà, ça c'est oméga, et ça c'est la fréquence d'oscillation. Et on voit très bien que la grandeur physique apparaît dans l'expression de la fréquence d'oscillation. C'est-à-dire la fréquence d'oscillation de ce circuit, elle dépend de la grandeur physique. Dans les conditionneurs précédents, on a déjà vu, on a vu que la tension qu'on mesure, c'est celle qui dépend de la grandeur physique. Alors, vous voyez ici, on ne mesure pas une tension, mais on mesure une fréquence d'oscillation. Et cette fréquence d'oscillation, vous voyez qu'elle dépend, et elle varie selon la grandeur physique, puisqu'on a la grandeur physique, le niveau varie de 0 jusqu'à H, on voit très bien que cette fréquence d'oscillation, elle varie entre deux valeurs, c'est 0,591 kHz et 5 kHz,221. C'est clair? Alors ça, c'est les choses les plus importantes pour cet exercice. Le reste, ce n'est que des calculs mathématiques très simples. Et évidemment, n'oubliez pas les petits rappels que je vous ai donnés sur le complexe. Ici, pour trouver le module et l'argument d'un nom complexe, ici, j'ai donné quelques rappels de quelques